public se rend au chevet de la Sierra Leone suite au drame survenu dans la capitale. Professeur Alpha Condé était allé transmettre la compassion du peuple de Guinée au peuple frère de Freetown. La ville de Lissan à Kindia devient la 307e sous-préfecture de la Guinée. Les nouvelles autorités ont été installées par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Bientôt, le recensement additionnel des pensionnés et contractuels temporaires de l'État. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général de la fonction publique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on commence par la feuille d'audience du président de la République. Le chef de l'État a reçu la secrétaire générale de la FIFA. Madame Samoura Fatma a été reçue par le chef de l'État. Les discussions ont porté sur les préparatifs de l'organisation de la CAN 2023 en Guinée. Auparavant, le chef de l'État avait reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bissau. Les entretiens ont porté sur l'évolution de la résolution de la crise bissau-guinéenne. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. En route pour le siège des Nations Unies à New York, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bissau s'est entretenu ce mercredi avec le président Alpha Condé sur la résolution de la crise au pays d'Amilcar Cabral. Objectif, mieux s'informer auprès du président Alpha Condé, médiateur dans la crise en Guinée-Bissau, afin d'en rendre compte à la prochaine réunion du Conseil de sécurité dans une semaine. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau. Je suis venu m'informer auprès de lui des développements et aussi partager avec lui les développements qui se déroulent aujourd'hui. Dans une semaine bientôt, je vais briefer le Conseil de sécurité, de présenter le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la Guinée-Bissau. Comme vous savez, je suis le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bissau. Et en cette qualité-là, nous avons le mandat du Conseil de sécurité d'appuyer tout le soutien, d'apporter tout le soutien à la Guinée-Bissau. Peu après, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a reçu la secrétaire générale de la Fédération internationale de football, association FIFA. La Sénégalaise Fatma Samoura est à Conakry, selon elle, pour visiter les installations sportives de la FIFA, mais aussi informer le président Alpha Condé des réformes entreprises par le président Gianni Infantino de la FIFA depuis février 2016. D'abord, c'était pour lui transmettre un message de courtoisie de la part du président de la Fédération internationale de football, association, M. Gianni Infantino. L'inviter également à Zurich pour visiter les installations de la FIFA. L'entretenir sur les réformes que la FIFA est en train de mettre en branle avec le nouveau leadership qui est en place depuis le mois de février l'année dernière, mais également parler du développement du football et de son importance pour la Guinée, notamment au niveau des infrastructures, et en profiter aussi pour lui passer un message du président de la Confédération africaine de football qui souhaiterait rencontrer son Excellence le président Alpha Condé en sa capacité de président de l'Union africaine. Plus rassurant, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, a dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, ce que le président de la CAF a dit est normal, il s'inquiète, il a besoin aussi de se rassurer. Et pour se rassurer, il faut un peu titiller le cocotier. Vous savez qu'on était à 16 équipes, on passe à 24. Et le cahier de charges change, donc il faut que les volontés politiques s'engagent. Et c'est ce qui a été fait. C'est la première fois dans notre histoire du football mondial qu'il y ait une secrétaire générale de la FIFA, une dame, et en plus une africaine, et du surcroît une ouest-africaine. Donc une très grande fierté pour nous. Faut-il rappeler que le nombre des équipes en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations est passé de 16 à 24 et la date de cette compétition ramenée au mois de juin tous les 2 ans. D'où tous les enjeux liés aux préparatifs CAN 2023 à Conakry.
Et puis, le président de la République était hier à Freetown. Professeur Alpha Condé était allé présenter les condoléances du peuple de Guinée et de l'Afrique suite au drame survenu dans la capitale sierra-léonaise. D'importants dégâts ont été enregistrés suite à d'importantes pertes en vies humaines et des dégâts matériels ont été enregistrés. Professeur Alpha Condé était sur les lieux de cette catastrophe en compagnie de son frère Dr Ernest Bai Koroma. Sanassi Keita. À Freetown pour présenter les condoléances du peuple guinéen et de l'Afrique toute entière suite au drame survenu ce 14 août 2017, le président de la République est reçu par son frère et ami, Dr Ernest Bai Koroma. Ici, à la résidence du chef de l'État, le président Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, a échangé avec son homologue sierra-léonais sur les circonstances de cette catastrophe naturelle due à des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale Freetown et qui ont enregistré d'importantes pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. Le président en exercice de l'Union africaine a exprimé au président Dr Ernest Bai Koroma la solidarité de la Mano River Union, de la CEDEAO, de l'Union africaine ainsi que de la communauté internationale, tout en leur assurant de la mobilisation de tous les moyens matériels, financiers et humains en vue de soutenir les centaines de familles endeuillées et des milliers de sans-abri. Et c'est ici, à cet endroit précis de la banlieue de la capitale sierra-léonaise, que tout a commencé. Sous la pression des fortes pluies, une partie de cette montagne a cédé et juste en bas, de nombreuses habitations. Conséquence de cet éboulement, 312 personnes tuées, près de 1000 disparus et plus de 2000 sans-abri. Nous sommes venus apporter notre soutien et présenter les condoléances aux familles endeuillées et notre compassion aux malades et surtout montrer au peuple sierra-léonais qu'il n'est pas seul et que nous allons nous mobiliser la Guinée, la CEDEAO, Mano River, l'Union africaine et le monde pour que le peuple sierra-léonais ne se sente pas seul et que nous allons apporter toute l'aide que nous pourrons et surtout d'abord montrer notre solidarité, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes avec lui et surtout apporter tout notre soutien au président Nkrumah, à son gouvernement et à tous les parlementaires. Et nous espérons que l'aide va venir très vite parce qu'il y a encore beaucoup de corps qui n'ont pas été retrouvés. Il y a plus de 2000 personnes qui sont sans abri. Donc il est vraiment nécessaire qu'on fasse un appel à la communauté internationale pour que l'aide vienne le plus tôt possible. Visiblement, le président Dr Ernest Bai Koroma est ravi de ce soutien du professeur Alpha Condé au peuple sierra-léonais. Ça c'est vraiment un fort soutien d'un frère qui est en besoin aujourd'hui. Et sa présence ici ne va faire que renforcer les liens déjà très forts entre nos deux États. Nous avons une histoire commune et que nous avons eu des difficultés communes dans le passé. Et que ça démontre que nos deux États doivent être ensemble, qu'il y a des difficultés et que quand il y a des difficultés, nous partageons ces difficultés. Et que sa présence ici démontre une grande solidarité et que c'est une démonstration claire que les Guinéens sont avec les Léonais dans cette période extrêmement difficile que traverse la Sierra Leone. Avec ce talent de solidarité témoigné de vive voix par le président en exercice de l'Union africaine à son frère et ami, Dr Ernest Bai Koroma, l'espoir est permis de voir le peuple sierra-léonais se remettre après ce drame qui a endeuillé autant de familles. Conakry, une ville pluvieuse. Ces derniers jours, d'importantes quantités sont tombées sur la ville. Selon les services de météo, population et autorités doivent prendre des mesures responsables pour éviter des inondations. Nabi Zakaria Bangoura. Conakry, capitale mondiale de la pluie, selon la Direction nationale de la météorologie. Entre les 7, 15 et 21 du mois de juin dernier, notre capitale a enregistré 1486 mm d'eau. À cette allure, certains endroits où les constructions ne répondent pas aux normes du plan d'aménagement risquent de connaître des inondations énormes. Cette année, il y a eu des épisodes très pluvieux, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles les quantités ont été beaucoup supérieures à la moyenne. Par exemple, si mes mémoires sont bonnes, au mois de juillet,
Le 7 juillet, on avait eu 214 mm en 24 heures. 214 mm signifie quoi? C'est 2145 tonnes d'eau déversées sur une surface d'1 hectare. Maintenant, si nous venons au mois d'août, le 14, tout le monde s'était préoccupé. Avant-hier, il y avait eu suffisamment de pluie. C'est 85 mm qui avaient été enregistrés à l'aéroport de Conakry, contre 50 mm au port de Conakry. Donc, c'est que vous devez savoir, par exemple, nous avons des pays ou des villes d'à côté qui ont juste 3 fois moins d'eau que nous, ou bien parfois jusqu'à 8 fois moins d'eau. Par exemple, à Dakar, la quantité totale qu'on peut enregistrer au cours d'une année, c'est 800 mm. Alors qu'ici, en une journée seulement, on peut recueillir jusqu'à 200 mm. D'après les spécialistes, pour éviter les inondations, le civisme des populations doit être de rigueur. Les déchets dans les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie, les constructions anarchiques dans les lits de nos fleuves et marigots doivent cesser. Rien n'est exclu. Lorsque vous quittez ici, vous allez en allant vers Koya, maintenant sur le flanc de Kakulima. Vous êtes étonné parce que c'est des villes qui se sont formées au niveau des flancs. Maintenant, pour pouvoir construire ces maisons-là, on a décapé la montagne. On a modifié la structure du sol. C'est-à-dire l'occupation du sol fait que parfois, et puis celui qui vient, s'il n'est pas spécialiste, il va certainement barrer le lit de certains marigots. Et lorsqu'il y a une grande averse, c'est la même chose. C'est ce qui s'est passé à Demoudoula. Le drame qui vient de se passer en Sierra Leone inquiète certains citoyens. C'est les choses que l'autorité doit prendre en charge et les constructions anarchiques. L'autorité doit prendre toutes les mesures pour éviter ce genre de choses. Il revient à tous de prendre conscience afin d'éviter toute pratique pouvant causer des préjudices à la nature pour éviter des catastrophes dues aux inondations. Faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement dans la capitale est l'objectif poursuivi par le ministère des Travaux publics. Cette année, des caniveaux sont curés, mais le ramassage des ordures pose problème. Reportage Ansoumane Toumani Camara. Pendant que des pluies diluviennes s'abattent sur Conakry, la voirie urbaine a du mal à drainer ces eaux qui envahissent la chaussée par endroits. De l'avis des spécialistes, la voirie urbaine de la presqu'île de Kaloum est une conception héritée de la colonisation. À chaque saison des pluies, des risques d'inondation sont présents. L'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Le système de drainage est très vieux. Ça ne tient plus compte de la réalité actuelle. Et l'urbanisation n'est plus la même. Aujourd'hui, il y a eu des maisons un peu partout, donc les exutoires sont bloqués ou bouchés un peu partout. Franchement, si on veut sauver la voirie de Conakry aujourd'hui, on a besoin d'un investissement véritable pour reprendre complètement le système de drainage des eaux pluviales avant de faire les voiries. En attendant, l'État a encore mis la main à la poche pour le curage des ouvrages d'assainissement de la capitale. Et depuis 2 mois, ces ordures jonchent les différentes artères de Conakry. Leur ramassage traîne. C'est une bonne chose, il est bon de curer, mais il faut qu'il y ait un service efficace, au moins qu'ils puissent venir rapidement ramasser ce qu'ils ont curé. Le long des routes à Conakry, les risques de retrouver dans les caniveaux les ordures curées est élevé. Un investissement public qui risque de ne pas produire les résultats escomptés. Et nous revenons sur l'inondation en Sierra Leone, a précisé que la Guinée, à travers la présidence de la République, a contribué à hauteur de 50 000 tonnes de riz et de 100 000 $ américains. Ceci en attendant que la République sœur de Sierra Leone exprime ses besoins humanitaires. Et puis, après le lancement de la campagne nationale de reboisement en Zérekoré, les responsables de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois ont visité les plantations de Macenta, Gekedou, Kisidou, Farana, Mamo et Kindia. Partout, ils ont apprécié le niveau d'entretien de ces plantations. Reportage Momod Alpha Baldé.
Le reboisement n'est qu'une étape dans la restauration des forêts. Le suivi et l'entretien des jeunes plants sont les principaux défis dans la reconstitution du couvert végétal. Le Bureau national des professionnels de la filière bois attache du prix au succès de ces opérations de reboisement. En image, des plans de 2015 dans la préfecture de Macenta. Ici, c'est un ancien site d'extraction de diamants qui est restauré par la filière. On a reboisé 13 hectares de 2015, 2016, 2017. Cette année, on est en train d'entretenir ce qu'on avait fait 2015, 2016. Cette année, on a continué à reboiser et on est prêt encore à sauvegarder. Les acteurs de la filière bois s'intéressent effectivement à ce terrain, à ce site ici, mais le seul problème, c'est l'entretien des plants, parce que je souhaite, après avoir fait l'assainissement, le nettoyage de la plantation, que les services techniques viennent tailler les plants pour éliminer les gourmands, parce qu'il ne faut pas oublier que la filière bois a un objectif. L'objectif, c'est la production. Et quand on veut produire du bois, on veut produire du bois de bonne qualité qui prend de jolis fûts à l'exploitation. De Macenta à Gekedou, où la mission a visité la plantation dans la soirée, en passant par Farana, à la tête de sources du Niger, jusqu'à Mamou, la ville Carrefour, les représentants de la filière bois ont touché du doigt les réalités du terrain. Même si les jeunes plants commencent à grandir, des difficultés sont signalées par endroits. Au-delà des forêts classiques, nous reboisons sur les têtes de source parce que l'environnement, c'est une affaire de tous. Donc, c'est une obligation pour nous de reboiser sur les têtes de source pour sauvegarder notre forêt. Les problèmes de part et d'autre que nous avons rencontrés, il y a le problème de feu de brousse, il y a peut-être il y a manque de compréhension à certains niveaux, au niveau des acteurs. Il y a le manque aussi d'accompagnement des acteurs par les techniciens de l'administration forestière, il faut reconnaître. Donc, nous sommes en train de corriger ça et la communauté, des différentes communautés où les travaux sont réalisés, nous sommes en train de les attirer pour les associer des travaux qui sont en train d'être réalisés parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires, ils doivent être les premiers gardiens de ces travaux. Dernière étape de ce périple, Kindia. Sur ce domaine, la filière bois locale entend mettre en valeur 10 hectares. Cette année, 2 hectares sont sur le point d'être reboisés. Depuis 2015, près de 500 hectares ont été restaurés par la Fédération nationale des professionnels de la filière bois dans tout le pays. L'organisation sollicite l'appui des services du ministère de l'Environnement et l'implication des communautés locales pour le succès de ces campagnes de reboisement. Et puis, le ministre du Budget a rencontré les partenaires du gouvernement engagés dans la vente des vignettes. L'objectif est de faire le point sur l'état d'évolution et évaluer les difficultés. Mais déjà, Momel Lamine Doumbouya se dit satisfait des résultats obtenus grâce à ce partenariat. Environ 40 milliards de francs guinéens sont ainsi sécurisés. Reportage Kianos Mangallo, Fodé Bangali Fofana. La sécurisation des recettes publiques est un des axes majeurs de la politique de développement sous la Troisième République. Dans cette optique, le gouvernement guinéen a expérimenté la vente des vignettes à travers des établissements bancaires, Orange Money et certaines structures étatiques. Plus de 2 mois après le début des opérations de vente des vignettes, la nature du partenariat fait l'objet d'appréciation. À date, les choses vont dans le bon sens. Nous avons des résultats qui sont évidents, mais il y a eu quelques difficultés par-ci ou par-là que nous souhaiterions corriger à l'avenir. Par exemple, ils nous ont révélé qu'il y a des engins qui ont les mêmes plaques d'immatriculation, ce qui constitue déjà des pertes de recettes pour nous, parce qu'il faudrait que chaque véhicule et sa plaque d'immatriculation. Les difficultés aussi, c'est l'acheminement de certaines vignettes à l'intérieur du pays aussi, parce que vous savez, les banques souscrivent à des polices d'assurance pour pouvoir acheminer. Donc ça, c'est pas intégré dans leur coût. Donc elles ont posé ce cas. À ce jour, 151 000 vignettes ont été vendues avec 37 milliards de francs guinéens encaissés. Avec cette nouvelle stratégie d'intégration des structures financières privées et étatiques dans le processus de sécurisation des recettes, un nouveau pas est franchi
dans la gouvernance financière en Guinée. C'est un partenariat très enrichissant. Donc, je pense qu'à date, on a permis de mieux sécuriser les recettes de l'État. C'est une fierté. Et on espère que pour l'année prochaine, les difficultés déjà soulevées, on pourra nous aider à les corriger. Donc ça passe par l'acheminement des vignettes à l'intérieur du pays, parce que comme on l'a déjà expliqué, c'est une nouvelle activité pour nous qui demande des ressources supplémentaires, des ressources humaines, des ressources financières et tout ça. Et on espère que l'année prochaine, l'accompagnement sera beaucoup plus élevé de la part du ministère. Et nous sommes engagés à les aider pour sécuriser de plus en plus les recettes. Cette année, 361 000 vignettes doivent être vendues. Les recettes tirées de ces ventes vont permettre le financement des travaux de modernisation du pays. Après 11 mois d'arrêt, le train Conakry Express a repris le trafic ce mercredi. Très tôt, les différentes gares ont été prises d'assaut par les habitués de ce transport en commun. Reportage Aboubacar Junior Camara. Il est 8h10. Ici à Simbaya Gare, les passagers attendent impatiemment le train de la banlieue. Si pour les autres la reprise est effective, d'autres par contre ne sont pas convaincus. Quelques minutes plus tard, voici Conakry Express qui pointe sa locomotive. Les wagons sont déjà bondés d'un nombre important de passagers. Une joie inextinguible s'empare des passagers. Les travailleurs qui chôment depuis 11 mois sont euphoriques. Je suis très contente de retrouver mes amis et puis je suis en chômage, ça fait 10 mois. Vraiment, je suis très contente, je suis très ravie. Ça, c'est tout à fait une satisfaction pour nous qui nous embarquons dans le train. Parce que présentement, c'est l'embouteillage qui nous fatigue beaucoup. Donc tout à fait, si ce train démarre, ça va encore diminuer l'embouteillage et la population sera en quelque sorte satisfaite. L'ambiance est visiblement festive, mais la petite hausse effectuée dans la tarification n'est pas le goût de tous les passagers. Chez moi, à Kagbele, en ville, c'est 7 000. Et 7 000 francs, aller-retour, 14 000. Quand j'ai calculé ça, ça fait 308 000 francs le mois. A signaler que ce sont 900 litres de carburant qui sont consommés chaque jour par cette machine, sans compter des divers frais d'entretien mécanique et du personnel. Une dépense autrefois prise en charge par le partenaire chinois. Aujourd'hui, toute cette dépense et bien d'autres sont supportées par la Société nationale du chemin de fer qui se voit aussi obligée de revoir la tarification à la hausse en vue de garantir la survie de l'entreprise. Autre problème urgent, les techniciens sollicitent l'obtention de la voie 4 de la Société Russal pour le respect de la cadence commerciale. Le problème majeur que j'ai, c'est le problème de voie. C'est-à-dire avec CBK, j'ai un sérieux problème parce que je n'ai pas la possibilité de sortir au niveau de la voie 4. Je demanderai maintenant à ceux qu'on m'aide pour que j'ai la voie 4 pour la sécurité du train et des usagers. S'agissant de la collecte et de la sécurisation des recettes, un compte unique est créé pour une gestion responsable. Hier, nous vous parlions de Tarambali, une nouvelle sous-préfecture dans la baie. Ce soir, nous vous emmenons à Kindia, où l'Insan est érigé en sous-préfecture. Les nouvelles autorités ont été présentées aux populations locales. Mohamed Lamine Camara nous rend compte. Autrefois, un des districts relevant de Sougueta, l'Insan est la 10e sous-préfecture de Kindia depuis le 2 juin dernier. La population actuelle de l'Insan est estimée à plus de 14 000 habitants. La jeune sous-préfecture est dotée d'infrastructures administratives et d'édifices socio-économiques de base, répondant aux normes d'une circonscription territoriale. Devant cette foule en liesse, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est venu présenter les premières autorités administratives de l'Insan. L'érection de l'Insan en sous-préfecture a été décidée par le chef de l'État au regard d'abord des 14 000 habitants de ce district, ensuite de son contenu économique qui n'est pas à présenter aux Guinéens et même aux touristes. À peine installés, les nouveaux promus rappellent les priorités de développement de la sous-préfecture. Mes priorités ici d'abord, c'est de faire asseoir une administration de développement et je prierai la population d'adhérer au programme de leur sous-préfet. Je crois que les nouvelles autorités, on leur a donné notre soutien
et nous allons les accompagner dans leur mission. C'est d'ailleurs le lieu de faire un appel à tous les fils ressortissants de l'INSA de se donner les mains une fois de plus pour aller dans le sens des chantiers qui nous attendent, notamment la construction du lycée, l'agrandissement du grand collège Excellence que nous avons et surtout la construction d'une culture et d'un climat de paix et de sécurité. Après Tarambali, dans l'Abbé, l'INSA devient la dernière née des sous-préfectures du pays. Elle occupe désormais le 307e rang. Et puis, un arrêt de la Cour constitutionnelle a confirmé Maître Amadou Salifou Kébé à la tête de la CENI le 14 août dernier. Mais qui est Maître Kébé? Son portrait avec Makemed Ouzo. Élu par ses pairs depuis le 4 juillet dernier, Amadou Salif Kébé a attendu 40 jours pour être confirmé à la présidence de la CENI. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 août dernier permet à l'avocat de 50 ans de devenir le 4e président de la Commission électorale nationale indépendante. Maître Kébé trouve sur sa table l'organisation des élections communales. Tout ce qui entre en ligne de compte dans ces élections est écrit. Toute chose que nous devons faire a déjà été expérimentée. Donc nous savons notre matière, nous savons ce que nous devons faire très exactement. Même si chaque élection a ses problèmes particuliers, a ses difficultés particulières, mais nous savons, avec l'expérience qui est la nôtre, avec tous les commissaires autour de moi, que nous avons une tâche auquel nous pourrons arriver à bout. Maître Kébé est au barreau guinéen depuis 1998. Il est titulaire d'un diplôme d'enseignement du droit privé de l'Université de Conakry. Après l'obtention d'un DEA en droit des affaires de l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire. En 2010, Maître Kébé intègre la CENI comme l'un des 3 représentants de la société civile. C'est la sérénité qui doit prévaloir. Notre pays avance dans sa démocratie, à son rythme. Ces élections vont se passer dans les meilleures des conditions. Nous appliquerons intégralement la loi et force restera à la loi en ce qui concerne l'organisation des élections locales. Marié et père de 5 enfants, Maître Amadou Salif Kébé était jusqu'ici directeur du département juridique. Une fonction qu'il a fini par cumuler avec celle de porte-parole de la CENI. Et puis, la fonction publique n'a pas encore fini avec l'opération de recensement biométrique. Un recensement additionnel des pensionnés est annoncé. Plus de 102 000 personnes seront touchées par l'opération. Reportage Baba Kouyaté. Depuis le 8 juillet dernier, le ministère de la fonction publique a entamé la phase 1 du recensement et l'identification biométrique additionnelle des agents actifs et non actifs de l'État. Cette phase, qui sera clôturée le 30 de ce mois, consiste à collecter des fiches de renseignement. Entamer la numérisation et aller sur le terrain pour la capture des données biométriques. Cette opération est entièrement financée par le gouvernement guinéen grâce aux recettes générées par le premier recensement biométrique qui a permis à l'État de déceler près de 3000 agents fictifs. Restons avec la biométrie, mais cette fois-ci aux États-Unis, à New York précisément, où les Guinéens sont mobilisés pour se faire enrôler afin d'acquérir les passeports biométriques. Fatoumata Samoura. À New York, l'enrôlement des Guinéens se poursuit. 2 semaines après le lancement des opérations, nombreux sont nos compatriotes à se présenter devant la commission. Cependant, des difficultés sont rencontrées. Elles sont essentiellement liées aux actes de l'état civil. Chaque fois qu'ils ont un jugement supplétif, qu'ils aient déjà cette culture, le jugement est fait à la justice, mais la transcription se fait dans les collectivités, qui est une des attributions de ces collectivités. Par rapport au passeport biométrique, c'est le numéro de la transcription qui fait partie des 15 chiffres. Donc, il reste entendu qu'on ne peut pas faire un passeport biométrique sans la transcription, sans le numéro de la transcription.
Initialement prévues pour 2 semaines, les opérations d'enrôlement sont prolongées de 7 jours en vue de permettre à la diaspora guinéenne vivant au pays de l'oncle Sam de se procurer le passeport biométrique. La nouvelle fait des heureux dans la communauté, comme Tigui Dankeba, l'une des personnes dont le dossier est jugé conforme. Je suis vraiment impressionnée. Tout est informatisé et tout est sécurisé. Tu ne peux pas venir ici en tant qu'une autre nationalité et avoir un étranger avoir le passeport. Donc il faut venir, même si tu as la nationalité américaine, il faut faire le passeport guinéen pour tes enfants. À ce jour, près de 1000 dossiers sont traités. Selon la commission en charge des opérations d'enrôlement, environ 800 personnes remplissent déjà les conditions d'obtention du passeport ordinaire biométrique. Et puis nous allons recevoir en fin de journal M. Fodeta Silla pour la lecture d'une série de décrets. À Boké, l'heure est au recensement des artisans. Dans la région, l'annonce suscite un grand engouement, mais avant, la formation des agents recenseurs est nécessaire. Explication Sori de Kera. L'initiative est vivement encouragée par le président de la République. Le recensement des effectifs de l'artisanat du pays. Ici, dans la région administrative de Boké, l'opération commence par la formation des agents recenseurs par l'équipe de la Fédération nationale des artisans de Guinée. Ces jeunes qui seront les lauréats de ces formations vont obtenir dans une procédure normale leurs attestations ou diplômes. Cela vaut quelque chose de très important. Parce qu'on n'est plus à se référer à mon maître ou autre, on est à se référer à ce que je sais faire. Le savoir-faire là sera attesté par l'administration légale qui est la formation professionnelle, reconnue par notre département. C'est quelque chose que nous saluons tous et nous sommes avec notre gouvernement et notre président de la République qui a soutenu cette activité de la Fédération nationale pour faire de sorte que ce secteur connaisse une réussite. Le recensement des artisans touche 93 corps de métier et les 8 filières de l'artisanat. À terme, une base de données sera disponible sur cet important secteur. Son importance première est repérer et utiliser chaque artisan selon ses aptitudes professionnelles. Nous nous réjouissons de cette initiative du gouvernement car nous les artisans ont rencontré jusque-là d'énormes difficultés pour notre organisation. Perçu comme une première en Guinée, le recensement des artisans devrait permettre de mieux qualifier l'expertise ouvrière locale et du coup favoriser davantage sa participation pour la construction du pays. Religion et valeurs citoyennes pour terminer cette édition. À Boaké, en Côte d'Ivoire, plusieurs représentants des jeunes de la sous-région sont réunis depuis ce matin. Notre pays est représenté. Valérie Talimanet nous dit pourquoi. Nous recevons maintenant la Guinée. Au total, 1300 jeunes venus de 8 pays de l'Afrique, dont 136 Guinéens, participent à ce congrès. Les prestations artistiques et culturelles des différentes ethnies de la Côte d'Ivoire ouvrent la cérémonie sous le regard des autorités coutumières et administratives de Boaké. Pendant une semaine, ces délégations participantes à ce 13e congrès vont échanger autour du thème « Jeunes chrétiens, lève-toi et brille ». Ce grand événement a pour objectif, premièrement, de réunir ces jeunes ensemble et les mettre devant eux leur mission, leur responsabilité. C'est d'abord celle de faire de toutes les nations des disciples. Vous le savez, je n'ai plus besoin de le rappeler que nos pays sont en crise, nos nations sont en flammes, partout il y a des problèmes et généralement ceux qui sont instrumentalisés, ce sont des jeunes. Deux choses principalement motivées à faire ce déplacement du Gabon ici. La première, je vais résumer ça dans une pensée d'un auteur inconnu.
qui a dit qu'on ne vit pas que des moyens, on vit d'un idéal, on vit d'un but. Après Sikasso en 2015, Bouaké accueille l'édition de 2017. Pour ces congressistes, les attentes sont grandes. Recevoir et mettre en pratique les enseignements reçus. Chaque fois que nous avons un congrès, c'est de l'enseignement, nous recevons des pasteurs de différents pays, mais ces pasteurs-là parlent de la parole de Dieu. Alors je peux dire que moi je reçois tout le plus grand précieux qui vient de l'Éternel. Nous devons changer de vie parce que nous avons Christ en nous et Christ est la lumière et cette lumière doit briller. Et briller comment? Cela doit montrer dans nos comportements, dans nos façons de parler, dans nos façons d'agir et surtout la mission que Jésus nous a laissée d'aller partout, de faire toutes les nations des disciples. Ce cadre de formation est mis à profit par les organisateurs. Il devra permettre aux responsables et participants de réfléchir autour des questions d'actualité, des sujets occupants auxquels sont confrontés les jeunes, comme la délinquance, le chômage ou encore l'immigration clandestine. Je vous l'annonçais il y a un instant, Fodetas Silla est porteur d'une série de décrets. Bonsoir Fodetas. Bonsoir Adèle, bonsoir mesdames et messieurs. Décret D 2017-202 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Au cabinet. Conseiller principal, Dr Souriba Silla, précédemment secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Conseiller juridique, M. Mohamed Sanoussi Kaba, précédemment conseiller juridique du ministère de l'alphabétisation. Conseiller chargé des questions pédagogiques, M. Seni Silla, en service au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Conseillère chargée de la législation scolaire, Mme Aïssatou Sow, précédemment proviseur du lycée des jeunes filles. Conseillère chargée de mission et de la coopération, Mme Kamara Aïssata, confirmée. Directeur national adjoint des cantines scolaires, M. Mori Moussa Kamara, précédemment inspecteur régional de l'éducation de Farana. Inspection générale de l'éducation. Inspectrice générale de l'éducation, Mme Nenefatou Diallo, confirmée. Inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement secondaire, M. Mamadi Sidibé, précédemment Iré de Mamou. Inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement élémentaire, M. Morley Yatara, en service à l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. Inspection régionale de l'éducation. Inspectrice régionale de l'éducation de la ville de Conakry, Mme Somakoko Léontine, précédemment DCE de Dixine. Inspecteur régional de l'éducation de Boké, M. Mouriba Sidibé, précédemment DPE de Fria. Inspecteur régional de l'éducation de Kindia, M. Abdoul Kapato Bari, précédemment DPE de Télémélé. Inspecteur régional de l'éducation de Farana, M. Fodeba Kanté, précédemment DPE de Dabola. Inspecteur régional de l'éducation de Kankan, M. Famoro Keita, confirmé. Inspectrice régionale de l'éducation de l'Abbé, Mme Pierrette Toupou, précédemment DPE à Macenta. Inspecteur régional de l'éducation de Mamou, M. Maurice Sangaré, précédemment inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé. Inspecteur régional de l'éducation de Zérékouré, M. Amara Kondé, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Zérékouré. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 août 2017, professeur Alpha Condé. Décret 2017-204 PRGSGG portant transfert du sous-ordre de l'éducation préscolaire au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation.
le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, l'éducation préscolaire, précédemment division éducation préscolaire de la Direction nationale de l'enfance au sein du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, est transférée au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et élevée au rang de direction nationale. Article 2. Les ministres de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, de la fonction publique et du travail, de l'économie et des finances, du budget et du plan et de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera publié et enregistré au journal officiel de la République. Conakry, le 16 août 2017, professeur Alpha Condé. Décret D 2017-208 PRG-SGG portant nomination des directeurs communaux et préfectoraux de l'éducation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directrice communale de l'éducation de Kaloum, Madame Solomba Condé, précédemment directrice préfectorale de l'éducation de Kindia. Directeur communal de l'éducation de Dixine, M. Fodé Silla, précédemment chef section pédagogique à la DCE de Matoto. Directeur communal de l'éducation de Matam, M. Ibrahima de Bari, précédemment en service à la Direction nationale de l'enseignement secondaire au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Directeur communal de l'éducation de Ratoma, M. Bakari Kamara, précédemment chef section pédagogique à la DCE de Ratoma. Directeur communal de l'éducation de Matoto, M. Daouda Doumbouya, précédemment en service à la Direction nationale de l'alphabétisation. Directeur préfectoral de l'éducation de Kindia, M. Ousmane Aïssata Kamara, précédemment principal du collège Dr Ibrahima Kourouma. Directrice préfectorale de l'éducation de Télémélé, Madame Mariama Ekol Diallo, précédemment directrice des études au collège de Kindia 4. Directrice préfectorale de l'éducation de Koya, Madame Diop Fatoumata, confirmée. Directeur préfectoral de l'éducation de Forkarea, M. Youssouf Koulibaly, précédemment principal du collège Diaguine Fodé de Yimbaya. Directeur préfectoral de l'éducation de Dubreka, M. Mohamed Lamine Touré, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Kouroussa. Directeur préfectoral de l'éducation de Boké, M. Sine Magasuba, confirmé. Directrice préfectorale de l'éducation de Fria, Mme Arabé Condé, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Forekaria. Directeur préfectoral de l'éducation de Gawal, M. Gounana Doré, précédemment chef section pédagogique à la DCE de Dixine. Directrice préfectorale de l'éducation de Bofa, Mme Assanatou Diallo, précédemment DCE de Matam. Directeur préfectoral de l'éducation de Koundara, M. Ben Soriba Kamara, précédemment censeur du lycée Bonfi de Matam. Directeur préfectoral de l'éducation de Mamou, M. Mamadi Magasuba, précédemment DPE de l'Abbé. Directeur préfectoral de l'éducation de Dalaba, Mme Kadia Touba, en service au service national d'évaluation du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Directeur préfectoral de l'éducation de Pita, M. Aboulaye Bari, précédemment DPE de Koundara. Directrice préfectorale de l'éducation de l'Abbé, Mme Aïssatou Diallo, précédemment en service à la DPE de l'Abbé. Directeur préfectoral de l'éducation de Mali, M. Djibril Nyakasso, précédemment professeur à l'ENI de Kindia. Directeur préfectoral de l'éducation de Tougué, M. Fodé Mamoudou Traoré, précédemment en service à la DPE de Dubreka. Directeur préfectoral de l'éducation de Koubia, M. Farah Kamano, précédemment chef section pédagogique à la DPE de Gekedou. Directeur préfectoral de l'éducation de l'Elouma, M. Suleiman Kaba, confirmé. Directeur préfectoral de l'éducation de Farana, M. Sayon Oulare, précédemment directeur des études du collège 2 de Farana. Directeur préfectoral de l'éducation de Dabola, M. Morlaï Kondé, précédemment proviseur du lycée d'excellence de Matoto. Directeur préfectoral de l'éducation de Dinguiraï, M. Aboubakar Souma,
précédemment chargée de cours au lycée 28 septembre de Kaloum, directrice préfectorale de l'éducation de Kissidougou, Madame Bamba Kondé, précédemment proviseur du lycée Kissikaba Keita de Kissidougou, directeur préfectoral de l'éducation de Kankam, M. Namouri Keita, précédemment DPE de Dingueraï, directeur préfectoral de l'éducation de Sigiri, M. Mamadi Kamara, précédemment chef section pédagogique à la DPE de Sigiri, directeur préfectoral de l'éducation de Mandiana, M. Georges Poka Gilavogui, précédemment DPE à Yomou, directeur préfectoral de l'éducation de Kouroussa, M. Mamadi Kondé, précédemment chef section statistique à la DPE de Kouroussa, directeur préfectoral de l'éducation de Kerouane, M. Bachir Diallo, précédemment en service à la Direction nationale de l'enseignement secondaire au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, directeur préfectoral de l'éducation de Zérekouré, M. Moussagbe Diakité, précédemment DPE de Dalaba, directeur préfectoral de l'éducation de Macenta, M. Lansine Karfamodou Yakaba, précédemment en service à l'inspection régionale de l'éducation de Conakry, directeur préfectoral de l'éducation de Beila, M. Bigné Komara, confirmé. Directeur préfectoral de l'éducation de Gekedou, M. Mangue Silla, précédemment DPE de Bofa. Directeur préfectoral de l'éducation de Lola, M. Saramodou Kourouma, précédemment DPE de Kankan. Directeur préfectoral de l'éducation de Yomou, M. Demba Bangoura, précédemment chargé de cours au collège Saïfoulaye Diallo de Matoto. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature abroge toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 août 2017, professeur Alpha Condé. Adèle. Merci, Fodeta Silla. Je reviens sur cette note avant de refermer cette édition. La Guinée, à travers la présidence de la République, a contribué à hauteur de 50 tonnes de riz et de 100 000 $ US. Ceci en attendant que la République sœur de Sierra Leone exprime ses besoins. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Jamais vu en Guinée.